Un jour, j'ai pleuré dans une boulangerie parce que je ne savais pas comment dire sans gluten. Oui, c'est vrai. Une vraie crise de larmes, devant une vendeuse qui me regardait d'un air très confus, et derrière moi, une file de 10 personnes qui attendaient. C'était il y a presque 3 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis passé de cette catastrophe totale à une vie où je parle français presque tous les jours. Je le parle avec confiance, avec plaisir, et oui, avec encore beaucoup d'erreurs. Mais ça, ce n'est plus un problème pour moi. Avant de continuer, mon ami, dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Par exemple, est-ce que vous êtes en Argentine, en train de boire un maté en regardant votre téléphone? Ou peut-être que vous êtes au Vietnam, après une longue journée de travail? J'aimerais vraiment savoir d'où vous venez, parce que je sais que les personnes qui apprennent le français sont partout dans le monde, et ça, c'est magnifique. Donc, revenons à mon histoire. Je m'appelle, mon nom n'est pas important pour cette histoire. Ce qui est important, c'est que je suis suisse. Je suis né dans la partie germanophone de mon pays. Donc ma langue maternelle est l'allemand, ou plus précisément, un dialecte suisse-allemand. Beaucoup de gens ne le comprennent même pas s'ils parlent l'allemand standard. C'est un détail amusant, parce que ça veut dire que le français, pour moi, n'était pas vraiment une langue étrangère lointaine. C'était la langue de l'autre côté de mon pays. Et pourtant, pendant longtemps, c'était comme une langue d'un autre monde. À l'école, j'ai étudié le français pendant plusieurs années, comme tous les enfants de ma région. Mais honnêtement, je n'apprenais pas vraiment. Je mémorisais des listes de mots pour les examens, j'oubliais tout 2 semaines après, et je pensais que le français était juste une matière scolaire ennuyeuse, comme les mathématiques ou la chimie. Je n'avais aucune connexion émotionnelle avec cette langue. Pour moi, c'était des règles de grammaire compliquées et des verbes irréguliers qui n'avaient aucun sens. Puis, à 22 ans, j'ai déménagé pour le travail dans une région francophone de mon pays. Et là, tout a changé, mais pas de la façon dont vous l'imaginez peut-être. Ce n'était pas un moment magique où, soudainement, j'ai adoré le français. Non. C'était plutôt un choc. Un choc total. Parce que dans ma tête, je pensais, j'ai étudié cette langue pendant des années, je vais me débrouiller. Et la réalité, c'est que je ne comprenais presque rien quand les gens parlaient normalement, à vitesse normale, avec leurs expressions de tous les jours. Le premier jour dans mon nouvel appartement, ma voisine m'a parlé pendant 5 minutes. 5 minutes. Et moi, je souriais, je disais oui, oui de temps en temps, mais en réalité, je comprenais peut-être 20% de ce qu'elle disait. 20%, mon ami. Après des années d'études. C'était humiliant. Et c'est là que l'histoire de la boulangerie est arrivée, environ 2 semaines après mon arrivée. Je suis entrée dans cette boulangerie pour acheter du pain, parce qu'à cette époque, je devais éviter le gluten pour des raisons de santé. Dans ma tête, j'avais préparé ma phrase. Je voulais demander si le pain contenait du gluten ou non. Mais quand c'était mon tour, et que la vendeuse m'a regardé en attendant, mon cerveau s'est complètement vidé. Rien. Le néant total. J'ai essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas correctement. Je mélangeais les sons.
Et finalement, j'ai juste dit quelque chose comme le pain, le sang, le truc. La vendeuse a froncé les sourcils, complètement perdue. Les gens derrière moi commençaient à s'impatienter. Et moi, debout là, avec toutes mes années d'études de français, incapable de poser une simple question sur un ingrédient. C'est à ce moment que j'ai senti les larmes monter. Je suis sortie sans le pain, et j'ai pleuré dans la rue pendant 5 minutes. Je vous raconte ce moment difficile parce que je pense que c'est important d'être honnête. Beaucoup de personnes qui font des vidéos sur l'apprentissage des langues vous montrent seulement les bons moments, les progrès, les victoires. Mais la vérité, c'est que ce chemin est plein de moments humiliants, frustrants, parfois même un peu douloureux pour notre confiance en nous. Et si vous vivez actuellement un moment comme ça, je veux que vous sachiez que c'est complètement normal. Ce n'est pas un signe que vous n'êtes pas capable. C'est juste une étape. Ce soir-là, après l'épisode de la boulangerie, j'étais assise sur mon lit, et j'avais 2 options dans ma tête. Option 1, accepter que le français n'était pas pour moi. Je pouvais continuer ma vie en utilisant principalement l'anglais avec mes collègues. Je pouvais aussi éviter les situations où je devais parler français aux gens du quartier. Option 2. Décider que cette humiliation sera la dernière fois où je me sentirai comme ça, et faire quelque chose de radical pour changer ma relation avec cette langue. J'ai choisi l'option 2, mais pas immédiatement avec enthousiasme. Honnêtement, j'ai d'abord choisi l'option 1 pendant environ 3 semaines. Je parlais anglais au travail, je commandais mon café en pointant du doigt, et j'évitais les conversations. Mais cette stratégie créait un autre problème, je me sentais isolée. Mes voisins me parlaient, et je répondais par des sourires gênés. Mes collègues organisaient des sorties, et je restais silencieuse pendant les déjeuners parce que je ne comprenais pas les blagues. Cette solitude, mon ami, est devenue plus douloureuse que l'humiliation de mal parler. Donc, un dimanche après-midi, j'ai pris une décision. Pas une décision parfaite, pas un plan magnifique avec des objectifs précis et un calendrier. Juste une décision simple. Chaque jour, je dois avoir au moins une interaction en français, même petite, même imparfaite. Pas pour devenir parfaite. Juste pour ne plus fuir. Mon ami, restez avec moi, parce que la partie suivante de cette histoire, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que ce qui m'a aidé à continuer n'était pas du tout ce que je pensais au début. Ce n'était pas la motivation pure, ce n'était pas la passion pour la culture française, ce n'était même pas un objectif professionnel important. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et un peu étrange. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé pendant les premiers mois, parce que cette période était particulièrement difficile. Pendant les 2 premiers mois après ma décision, j'ai vécu ce que j'appelle maintenant la phase de l'orgueil blessé. Chaque jour, je sortais de chez moi en pensant, aujourd'hui, je vais parler français avec quelqu'un. Et chaque jour, je revenais chez moi en me sentant un peu stupide. Mes phrases sortaient mal. Je cherchais les mots pendant de longues secondes pendant que la personne en face de moi attendait poliment. Je confondais aussi des mots qui se ressemblent, mais qui ont des sens complètement différents. Une fois, par exemple, j'ai voulu dire à mon collègue que j'étais fatiguée après une longue journée. À la place, j'ai dit une phrase qui ne voulait absolument rien dire. Elle contenait un mot complètement inventé par mon cerveau confus.
Il a ri, pas méchamment, mais j'ai senti mon visage devenir rouge. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, je n'avais aucune méthode structurée. Je n'utilisais pas d'application particulière de façon sérieuse, je n'avais pas de professeur, je n'avais pas de plan d'études. J'essayais juste, chaque jour, de tenir une conversation de plus que la veille. Et honnêtement, les progrès étaient tellement lents que je les sentais presque pas. C'est exactement le problème avec l'apprentissage d'une langue. Au début, vous progressez rapidement parce que tout est nouveau. Ensuite, vous entrez dans une longue période où vous avez l'impression de rester au même niveau pendant des semaines, parfois même des mois. Cette période, je l'appelle le plateau, et je pense que c'est la partie de l'apprentissage des langues dont on parle le moins, mais qui est la plus importante. Parce que c'est exactement à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent. Pas au début, quand tout est difficile et nouveau. Mais au milieu, quand l'excitation initiale a disparu. À ce moment-là, la compétence n'est pas encore suffisante pour ressentir un vrai plaisir dans la communication. J'ai vécu ce plateau pendant presque 6 mois. 6 mois, mon ami, où j'avais l'impression de ne pas progresser du tout. Je comprenais un peu mieux les conversations, mais je faisais toujours les mêmes erreurs de grammaire. Je connaissais plus de mots. Mais quand je devais parler rapidement, mon cerveau revenait toujours aux structures simples que je connaissais déjà. J'avais peur de me tromper avec des structures plus avancées. Je me souviens d'avoir pensé, vers le 4e mois, peut-être que je n'ai simplement pas le talent pour les langues. Peut-être que certaines personnes peuvent apprendre une langue, et d'autres non, et je fais partie du 2e groupe. Si vous pensez actuellement quelque chose comme ça, mon ami, je veux vous dire quelque chose d'important. Ce sentiment est presque universel chez les apprenants de langue. Et il est presque toujours faux. Le talent pour les langues, en réalité, existe beaucoup moins qu'on le pense. Ce qui existe, c'est la régularité, la tolérance à l'inconfort, et la capacité à continuer même quand on ne voit pas de résultats immédiats. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui m'a vraiment aidé à traverser ce plateau, parce que ce n'est pas ce que vous attendez probablement. Ce n'était pas un livre de grammaire magique, ce n'était pas une application révolutionnaire, ce n'était même pas un voyage inspirant. C'était un podcast. Pas n'importe quel podcast. Un podcast assez simple, où 2 personnes discutaient de leur vie quotidienne. Elles parlaient de petits sujets sans importance. Ce qu'elles avaient mangé, un film qu'elles avaient vu, une dispute avec un membre de leur famille. C'étaient des sujets très ordinaires. Au début, je ne comprenais presque rien. Je l'écoutais pendant que je faisais la cuisine, ou pendant mes trajets, juste comme un bruit de fond. Et progressivement, sans vraiment m'en rendre compte, je commençais à reconnaître des mots, puis des expressions, puis des phrases entières. Ce qui était intéressant avec ce podcast, c'est que je ne l'écoutais pas comme un exercice. Je ne prenais pas de notes, je mettais pas pause pour chercher des mots dans le dictionnaire. Je l'écoutais simplement parce que ces 2 personnes étaient devenues, dans ma tête, comme des amis que je ne connaissais pas personnellement. J'avais envie de savoir comment leur semaine s'était passée. C'était devenu une habitude agréable, pas une obligation. Et c'est là, mon ami, que j'ai découvert quelque chose d'important sur la motivation. La motivation pure, basée sur la volonté et la discipline, ne dure presque jamais longtemps. Ce qui fonctionne,
c'est de transformer l'apprentissage en quelque chose que vous attendez avec un peu de plaisir, même petit. Pas une grande passion brûlante. Juste un petit plaisir régulier, comme retrouver des amis qu'on aime bien. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un autre élément de ma motivation que je dois vous raconter. Celui-là est un peu plus complexe, peut-être même un peu malsain. Et je veux être honnête avec vous à ce sujet. Vers le 6e mois de cette aventure, j'ai rejoint un groupe en ligne pour les personnes qui apprennent le français. Et dans ce groupe, il y avait une fonction où on pouvait montrer combien de jours consécutifs on avait pratiqué la langue. Une sorte de série, de chaîne de jours. Et moi, dès que j'ai vu cette fonction, quelque chose s'est allumé dans ma tête. Pas une motivation saine et équilibrée. Plutôt une obsession légère. Je ne voulais pas casser ma chaîne de jours. Pas du tout. Et donc, certains soirs, même très fatigué, même après une journée horrible, je restais éveillé 10 minutes de plus. Je le faisais juste pour écouter une phrase en français. Ou alors, j'écrivais une seule ligne dans mon journal en français, juste pour ne pas perdre ma série. Est-ce que c'était une motivation parfaitement saine? Probablement pas complètement. Mais est-ce que ça fonctionnait? Absolument oui. J'ai vu beaucoup de gens en ligne critiquer ce genre de système. Ils disaient que c'était superficiel, et que ça créait une pression artificielle. Ils disaient aussi que la vraie motivation devrait venir de l'intérieur, de l'amour pur de la langue. Et je comprends cet argument. Mais honnêtement, mon ami, je pense que c'est un peu un mythe de croire que la motivation doit toujours être pure et profonde pour fonctionner. Parfois, un petit truc psychologique, comme ne pas vouloir casser une série de jours, peut vous porter pendant les moments où la motivation profonde n'est tout simplement pas là. Et avec le temps, cette habitude superficielle est devenue quelque chose de plus profond, presque sans que je m'en rende compte. D'accord, mon ami, restez avec moi encore un peu. Maintenant, je vais vous raconter le moment où tout a vraiment commencé à changer. C'est le moment où le français est passé d'un effort constant à quelque chose qui ressemblait presque à de la facilité. Mais avant ça, dites-moi dans les commentaires, en plus du pays d'où vous regardez, est-ce que vous avez déjà vécu un moment d'humiliation en parlant une langue étrangère? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont une histoire similaire à la mienne, peut-être même pire. Écrivez-la dans les commentaires, j'aimerais vraiment les lire. Donc, vers le 8e mois, quelque chose d'inattendu s'est passé. Une collègue m'a invité à un dîner avec un groupe de ses amis, des gens que je ne connaissais pas du tout, tous francophones natifs. Avant le dîner, j'étais terrifiée. Vraiment terrifiée. Je pensais déjà à des excuses pour ne pas y aller. Une migraine imaginaire, un travail urgent, n'importe quoi pour éviter cette situation où j'allais sûrement, encore une fois, me sentir stupide devant des inconnus. Mais je suis allée à ce dîner. Et quelque chose d'étrange s'est passé. Pendant les 2 premières heures, c'était comme d'habitude. Je comprenais l'essentiel des conversations, mais je participais peu, je restais silencieuse, j'observais. Mais ensuite, une personne à table a raconté une histoire drôle sur un voyage qu'elle avait fait, une histoire avec des malentendus culturels assez comiques. Et moi, sans même y penser, sans préparer ma phrase dans ma tête comme je le faisais habituellement, j'ai réagi spontanément.
J'ai posé une question sur son histoire, une question simple, mais une question naturelle, comme si je parlais dans ma propre langue. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Pendant cette seconde, je n'avais pas traduit mentalement de l'allemand vers le français. La phrase était simplement sortie directement en français. C'était la première fois que ça m'arrivait depuis le début de cette aventure. Un tout petit moment, presque invisible pour les autres personnes à table, mais immense pour moi. Ce moment ne signifiait pas que j'étais devenue fluide soudainement. Pas du tout. J'ai continué à faire des erreurs cette même soirée, j'ai continué à chercher des mots, à utiliser des structures simples par sécurité. Mais ce moment m'a montré que quelque chose se construisait dans mon cerveau, en silence, pendant tous ces mois où j'avais l'impression de ne pas progresser. Le plateau, finalement, n'était pas une absence de progrès. C'était une accumulation invisible, qui finit par exploser en un moment de fluidité spontanée. Après ce dîner, ma relation avec la langue a commencé à changer progressivement. Pas immédiatement, pas de façon dramatique, mais progressivement. Je commençais à initier des conversations au lieu de simplement répondre. Je commençais à faire des blagues, même simples, même un peu maladroites, et les gens riaient, pas de moi, mais avec moi, ce qui est complètement différent. Je commençais aussi à rêver occasionnellement en français, ce qui, pour moi, était un signe que quelque chose avait vraiment changé dans la structure de mon cerveau. Mon ami, je veux maintenant vous parler de quelque chose de très important, qui concerne directement la motivation, parce que je pense que c'est le cœur de cette histoire. La question que beaucoup de gens me posent, c'est « Comment fais-tu pour rester motivé même maintenant, après plusieurs années ?» Et ma réponse va peut-être vous surprendre, parce que ce n'est pas une réponse inspirante avec des citations motivantes ou des stratégies parfaites. Ma réponse, c'est que je ne reste pas toujours motivé. Il y a des semaines où je n'ouvre presque pas mon application, où je n'écoute pas mon podcast, où je suis simplement fatigué de faire des efforts. Et pendant longtemps, je pensais que c'était un échec personnel. Je pensais que les gens vraiment déterminés ne ressentaient jamais ce genre de fatigue. Mais maintenant, je comprends que ces pauses font partie naturelle du processus, et qu'elles ne détruisent pas les progrès, à condition de ne pas durer trop longtemps. Ce qui m'aide vraiment, ce n'est pas une motivation constante et brillante. C'est plutôt un ensemble de petites habitudes qui ne demandent presque pas de motivation. Elles sont devenues automatiques. Par exemple, j'écoute toujours quelque chose en français pendant que je prépare mon petit déjeuner. Je n'ai pas besoin de me motiver pour ça, parce que c'est devenu aussi naturel que de me brosser les dents. C'est devenu une partie de ma routine, pas une tâche qui demande de la volonté. J'ai aussi complètement arrêté d'avoir des objectifs énormes et lointains, comme devenir parfaitement bilingue ou parler sans aucun accent. Ces objectifs, finalement, sont tellement grands et lointains qu'ils ne motivent pas vraiment au quotidien. À la place, j'ai des micro-objectifs, comme comprendre une nouvelle expression chaque semaine, ou avoir une conversation un peu plus longue que la semaine précédente. Ces petits objectifs sont satisfaisants parce qu'ils sont atteignables rapidement, et chaque petite victoire nourrit la motivation pour continuer. Mon ami, je sais que cette vidéo devient longue, mais restez avec moi encore un peu. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que presque personne ne mentionne quand on parle d'apprentissage des langues, la honte. Je veux aussi vous parler de la façon d'apprendre à vivre avec elle. Parce que je pense que c'est vraiment la clé de tout. Pendant longtemps,
Ma plus grande barrière n'était pas le manque de vocabulaire, ni les règles de grammaire compliquées. C'était la honte de mal parler devant les autres. Cette peur du jugement, cette peur d'être perçue comme moins intelligente parce que je m'exprimais de façon maladroite. Et je pense que cette peur est universelle chez les personnes qui apprennent une nouvelle langue, peu importe d'où elles viennent. Ce qui a vraiment changé ma relation avec cette honte, c'est une conversation avec une dame plus âgée dans mon quartier. Un jour, je me suis excusée auprès d'elle pour mon français imparfait, et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit, « Pourquoi t'excuses-tu? Moi, je trouve ça magnifique que tu fasses l'effort de parler ma langue. Les erreurs ne sont pas une honte, elles sont la preuve que tu essaies. » Cette phrase, simple, presque banale, a complètement transformé ma perspective. Depuis ce jour, j'ai essayé de voir chaque erreur non pas comme une preuve de mon incompétence, mais comme une preuve de mon courage. Parce que parler une langue étrangère, surtout devant des locuteurs natifs, demande un vrai courage. C'est se rendre vulnérable volontairement, encore et encore, jour après jour. Et ce courage, finalement, est beaucoup plus important que le talent ou l'intelligence pour réussir à apprendre une langue. Maintenant, mon ami, je vais vous parler un peu de ma routine actuelle. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo veulent des éléments concrets. Elles ne veulent pas seulement des réflexions abstraites sur la motivation. Donc, voici à quoi ressemble ma vie aujourd'hui, plusieurs années après l'épisode de la boulangerie. Le matin, comme je l'ai mentionné, j'écoute quelque chose en français pendant le petit déjeuner. Parfois mon ancien podcast, parfois les nouvelles, parfois simplement de la musique avec des paroles que j'essaie de comprendre. Pendant la journée, au travail, j'utilise le français naturellement avec mes collègues. Je dois dire que c'est devenu tellement normal pour moi que je ne réfléchis presque plus à la langue elle-même. Je pense seulement au contenu de ce que je dis. C'est exactement ce moment magique où une langue cesse d'être un obstacle et devient simplement un outil, presque invisible. Le soir, j'essaie de lire quelques pages d'un livre en français avant de dormir. Pas des livres compliqués avec un vocabulaire académique difficile. Des livres simples, agréables, qui ne ressemblent pas à un devoir scolaire. Et une fois par semaine, j'ai une conversation plus longue avec quelqu'un. Cela peut être avec un ami francophone, ou avec une personne que j'ai rencontrée dans un groupe d'échange linguistique. Je fais ça juste pour pratiquer une conversation plus profonde que les échanges rapides du quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que je ne fais plus vraiment d'efforts conscients pour apprendre le français de façon structurée. Au début, je le faisais avec des listes de vocabulaire ou des exercices de grammaire. Maintenant, j'apprends simplement en vivant ma vie en français. Et ça, mon ami, c'est l'objectif final, je pense, de tout apprentissage de langue. Il s'agit d'arriver au point où la langue n'est plus une matière d'étude séparée de votre vie. Elle devient simplement le tissu de votre vie quotidienne. Mais je dois être honnête avec vous sur quelque chose d'important, je ne suis pas parfaite. Je ne serai probablement jamais parfaite, et j'ai fait la paix avec cette réalité. Je fais encore des erreurs de genre avec certains mots. Parfois, je cherche encore un mot pendant une conversation rapide. Et mon accent, même s'il s'est beaucoup amélioré, révèle toujours mes origines suisses-allemandes. Et c'est complètement normal, parce que la perfection n'a jamais été le véritable objectif. L'objectif, c'était de pouvoir vivre,
travailler, créer des relations, et exprimer qui je suis dans cette langue. Et ça, je peux maintenant le faire sans peur. Mon ami, avant de terminer cette histoire, je veux vous donner un conseil final, le conseil le plus important de toute cette vidéo, peut-être. Si vous apprenez le français actuellement, ou n'importe quelle autre langue, je veux que vous sachiez ceci. Si vous vous sentez frustré, fatigué, ou même découragé en ce moment précis, ce n'est pas un signal que vous devez arrêter. Le découragement que vous ressentez fait partie du parcours. C'est exactement la sensation que ressentent toutes les personnes qui finissent par réussir, à un moment ou un autre de leur parcours. La seule vraie différence entre les personnes qui réussissent et celles qui abandonnent, ce n'est pas l'absence de difficultés. C'est simplement la décision de continuer un jour de plus, encore et encore, même sans motivation parfaite, même sans certitude de réussir. Je repense souvent à cette jeune femme qui pleurait devant cette boulangerie, incapable de demander si un pain contenait du gluten. Si je pouvais lui parler maintenant, je lui dirais simplement, continue. Ce moment horrible n'est pas la fin de l'histoire. C'est simplement le début, le moment le plus bas avant une longue, lente, et parfois invisible progression vers quelque chose de magnifique. Mais avant de vraiment terminer, mon ami, j'ai encore plusieurs choses importantes à vous raconter. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de mentionner plusieurs détails essentiels de ce parcours. Ces détails, je pense, peuvent vraiment vous aider si vous traversez actuellement les mêmes difficultés que moi à l'époque. D'abord, je veux vous parler des erreurs que j'ai commises dans ma méthode, parce que je pense que c'est aussi important que de parler des réussites. Pendant la première année, j'ai fait une erreur que beaucoup de gens font, je pense. J'ai essayé de tout apprendre en même temps. Je voulais améliorer ma grammaire, mon vocabulaire, ma compréhension orale, ma prononciation et ma capacité à écrire, tout ça simultanément, avec la même intensité. Et le résultat, c'est que je me sentais constamment dépassée, comme si je n'avançais dans aucune de ces directions parce que mon énergie était divisée en trop de petits morceaux. Vers le 10e mois, j'ai changé d'approche, presque par accident. Un jour, fatigué de cette sensation de dispersion, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur la compréhension orale pendant quelques semaines. Je l'ai fait sans me soucier de ma grammaire ou de mon vocabulaire écrit. Je voulais simplement réussir à comprendre des conversations rapides entre locuteurs natifs, sans sous-titres, sans pause, sans dictionnaire. Et cette concentration sur un seul objectif, pendant une période limitée, a produit des résultats que je n'avais jamais vus avant avec ma méthode dispersée. Après ces semaines concentrées sur l'écoute, je suis passée à une autre période concentrée sur la conversation spontanée. Mon seul objectif était de parler le plus possible. Je voulais parler sans me corriger constamment dans ma tête, et sans chercher la perfection grammaticale. Cette méthode consiste à se concentrer sur une seule compétence à la fois pendant des périodes de quelques semaines. Elle m'a beaucoup aidé à sortir de cette sensation de stagnation permanente que je ressentais avant. Ensuite, je veux vous parler d'un autre sujet difficile, la comparaison avec les autres. Dans le groupe en ligne que j'ai mentionné plus tôt, je voyais régulièrement des publications de personnes qui semblaient progresser beaucoup plus rapidement que moi. Des gens qui disaient avoir atteint un niveau avancé après seulement 6 mois, alors que moi, après 6 mois, je me sentais encore complètement perdu dans mon plateau. Pendant longtemps, ces publications me mettaient vraiment mal à l'aise, comme si j'étais particulièrement lente ou incapable par rapport aux autres. Ce qui m'a aidé à dépasser ce sentiment,
c'est une réalisation assez simple, mais importante. Chaque personne commence avec un contexte complètement différent. Certaines personnes dans ce groupe vivaient déjà dans un pays francophone depuis des années avant de commencer à étudier sérieusement. Donc elles avaient déjà une compréhension orale développée sans même le savoir. D'autres avaient déjà appris une langue proche du français, comme l'espagnol ou l'italien, ce qui leur donnait un avantage énorme en vocabulaire. Comparer mon parcours au leur, c'était comme comparer deux courses qui ne commencent même pas au même endroit. Depuis cette réalisation, j'ai essayé, autant que possible, de me comparer uniquement à la version de moi-même d'un mois plus tôt, et pas du tout aux autres apprenants. Mon ami, j'aimerais aussi vous parler d'un moment particulièrement difficile. C'était peut-être le moment le plus difficile de tout mon parcours, encore plus difficile que l'épisode de la boulangerie. Parce que celui-là touchait directement ma confiance professionnelle, pas seulement ma vie quotidienne. Vers le 11e mois, j'ai dû donner une présentation au travail, entièrement en français, devant une vingtaine de collègues, y compris plusieurs membres de la direction. J'avais préparé cette présentation pendant des jours, j'avais écrit chaque phrase, j'avais répété devant mon miroir, encore et encore. Mais le jour de la présentation, le stress a complètement pris le contrôle de mon cerveau. Mes mains tremblaient, ma voix tremblait aussi, et à un moment, au milieu d'une phrase importante, j'ai complètement perdu le fil de mes idées. Le silence dans la salle a duré seulement quelques secondes, probablement, mais pour moi, ça a semblé durer une éternité. J'ai dû regarder mes notes, retrouver ma phrase, et continuer, le visage brûlant de honte. Après cette présentation, plusieurs collègues sont venus me parler, et j'étais convaincue qu'ils allaient mentionner mes difficultés, mes hésitations, mon moment de silence embarrassant. Mais à ma grande surprise, personne n'a mentionné ça. Au contraire, plusieurs personnes m'ont félicité pour le contenu de ma présentation, pour mes idées, pour mon analyse. Cette expérience m'a appris quelque chose de très important. Nous, les apprenants de langue, nous sommes souvent beaucoup plus durs avec nous-mêmes que les autres ne le sont avec nous. Les locuteurs natifs, dans la grande majorité des cas, ne remarquent même pas la moitié des erreurs que nous pensons avoir commises. Ils sont concentrés sur le message, pas sur la forme grammaticale parfaite. Mon ami, je sais que cette vidéo devient vraiment longue maintenant. Mais j'espère que vous trouvez ces détails utiles. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire une différence dans votre propre parcours. Avant de continuer avec la suite de mon histoire, dites-moi encore une chose dans les commentaires. Quelle est, pour vous, la situation la plus difficile en français? Est-ce que c'est parler au téléphone, où vous ne pouvez pas voir le visage de la personne? Ou est-ce que c'est plutôt parler devant un groupe, comme dans mon histoire de présentation? J'aimerais vraiment savoir quelle situation vous fait le plus peur, parce que je pense que beaucoup d'entre vous partagent probablement les mêmes craintes. Maintenant, parlons d'un autre aspect que je trouve particulièrement intéressant, la relation entre l'identité et la langue. Quand j'ai commencé ce parcours, je pensais que parler français signifiait simplement traduire mes pensées suisses-allemandes dans des mots français. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas exactement comme ça que ça fonctionnait. Progressivement, j'ai développé presque une deuxième version de ma personnalité en français, légèrement différente de ma personnalité habituelle. Par exemple, en allemand, je suis une personne assez réservée, qui réfléchit longtemps avant de parler, qui évite les blagues en public par peur de ne pas être drôle. Mais en français, j'ai découvert une version de moi-même plus spontanée.
Peut-être que c'était parce que je n'avais pas le même bagage émotionnel avec cette langue. Peut-être aussi que les erreurs ne me semblaient pas aussi graves, puisque ce n'était que mon français imparfait. Dans cette langue, j'étais plus ouverte à faire des erreurs publiquement. J'étais aussi plus disposée à raconter des blagues, même maladroites. Cette découverte a été l'une des plus belles surprises de tout ce parcours. Apprendre une nouvelle langue, finalement, ce n'est pas seulement apprendre à communiquer. C'est aussi découvrir des parties de sa propre personnalité qui n'avaient jamais eu l'occasion de s'exprimer auparavant. Je veux aussi vous parler des outils concrets qui m'ont aidé, parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent peut-être des conseils plus pratiques. Donc, voici quelques éléments concrets de ma méthode. Je ne prétends pas que c'est la méthode parfaite ou universelle. Je pense vraiment que chaque personne doit trouver ce qui fonctionne pour elle-même. Premièrement, j'ai arrêté très tôt d'utiliser des applications qui traduisent automatiquement chaque mot que je ne connais pas. Au début, j'utilisais ce genre d'outils constamment. Et je me suis rendu compte que ça créait une dépendance. Mon cerveau n'essayait même plus de deviner le sens des mots à partir du contexte. Il savait qu'une traduction instantanée arrivait toujours. Quand j'ai commencé à tolérer l'incertitude, ma compréhension générale s'est améliorée beaucoup plus rapidement. J'ai accepté de ne pas comprendre 100% d'une conversation ou d'un texte. Mon cerveau était enfin obligé de faire ce travail de déduction par lui-même. Deuxièmement, j'ai développé l'habitude de parler seule, à voix haute, dans mon appartement, en français, même quand personne ne m'écoutait. Ça semble peut-être un peu étrange, mais cette pratique m'a énormément aidé à automatiser certaines structures de phrases. Par exemple, en faisant la cuisine, je décrivais à voix haute ce que je faisais. Maintenant, je coupe les légumes. Ensuite, je vais faire chauffer la poêle. Ce genre d'exercice simple, répété pendant des mois, a créé des automatismes dans ma bouche et dans mon cerveau. Ces automatismes sont devenus essentiels quand j'ai dû parler rapidement dans de vraies conversations. Troisièmement, et celui-là est peut-être le conseil le plus important de tous, j'ai accepté de paraître moins intelligente temporairement. C'est difficile à expliquer. Mais beaucoup de personnes qui apprennent une langue ont énormément de mal à accepter de paraître maladroites. C'est surtout vrai pour des adultes qui ont déjà une vie professionnelle accomplie. Ils ont du mal à accepter de paraître simples, presque enfantins dans leurs expressions. Moi-même, dans ma langue maternelle, je peux discuter de sujets complexes avec beaucoup de nuances. Mais en français, pendant longtemps, je devais accepter de m'exprimer comme une enfant de 8 ans, avec des phrases simples, un vocabulaire basique, des idées simplifiées. Cette différence entre qui je suis dans une langue et qui je suis dans l'autre était parfois difficile pour mon ego. Mais accepter cette réalité, au lieu de la combattre ou de l'éviter, a été essentiel pour progresser. Mon ami, j'aimerais maintenant vous raconter un autre moment marquant de mon parcours. Ce moment s'est passé beaucoup plus récemment, il y a seulement quelques mois en réalité. Je pense qu'il montre bien que cette aventure ne s'arrête jamais complètement, même après plusieurs années. Il y a quelques mois, j'ai voyagé dans une autre région francophone, complètement différente de celle où j'habite. Et là, j'ai découvert quelque chose d'assez fascinant. Malgré toutes mes années de pratique, je rencontrais encore des difficultés, mais des difficultés complètement différentes de celles du début. Cette fois, ce n'était pas un problème de vocabulaire de base ou de grammaire fondamentale. C'était plutôt des expressions locales très spécifiques,
des accents différents de ceux que je connaissais, des références culturelles que je ne comprenais pas complètement. Au début, ce nouveau défi m'a un peu découragée. Je pensais, après tant d'années d'efforts, est-ce que je vais encore me sentir perdue dans cette langue, même maintenant? Mais rapidement, j'ai réalisé quelque chose d'important. Me sentir parfois perdue ne signifiait plus la même chose qu'avant. Avant, se sentir perdu signifiait une panique totale, une sensation d'incompétence générale. Maintenant, se sentir perdu dans une situation spécifique, comme face à un accent inconnu, c'était simplement un nouveau défi ponctuel, pas une remise en question de toutes mes compétences. Cette distinction, mon ami, je pense qu'elle est vraiment importante à comprendre. Apprendre une langue n'est jamais complètement terminé. Même les locuteurs natifs continuent d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions, toute leur vie. L'objectif n'est donc pas d'atteindre un point final parfait où tout devient facile pour toujours. L'objectif, c'est plutôt de développer une relation suffisamment solide et confiante avec la langue. Ainsi, les nouveaux défis ne créent plus une panique totale. Ils deviennent simplement des défis intéressants et gérables. Pendant ce même voyage, j'ai aussi une conversation très touchante avec un homme âgé dans un petit café, qui m'a posé des questions sur mes origines en entendant mon accent légèrement différent. Quand je lui ai expliqué que j'étais suisse-allemande et que j'avais appris le français à l'âge adulte, il m'a regardé avec un grand sourire. Il m'a dit qu'il trouvait ça admirable. Selon lui, apprendre une langue à l'âge adulte demande beaucoup plus de courage et de discipline que de l'apprendre enfant. Quand on l'apprend enfant, on ne s'en rend même pas compte. Cette conversation m'a rappelé à quel point le regard extérieur, finalement, est souvent beaucoup plus généreux et bienveillant que le regard que nous portons sur nous-mêmes. Mon ami, je veux maintenant aborder un sujet un peu différent. Mais je pense que ce sujet fait vraiment partie de la motivation. C'est la question de pourquoi, exactement, continuer cet effort sur la durée. Parce qu'au début de mon parcours, ma motivation principale était presque négative. Je voulais simplement éviter l'humiliation, éviter l'isolement social, survivre dans mon nouvel environnement. Mais une motivation basée uniquement sur l'évitement de la douleur, avec le temps, devient épuisante, parce qu'elle ne nourrit pas vraiment l'âme, si je peux dire ça comme ça. Avec le temps, ma motivation a évolué vers quelque chose de plus positif, de plus riche. Maintenant, je continue à apprendre et à pratiquer le français non pas pour éviter une douleur. Je continue parce que cette langue m'a donné accès à des amitiés. Elle m'a aussi donné accès à des façons de penser différentes. Elle m'a ouvert des livres et des films que je n'aurais jamais pu apprécier autrement. Elle m'a aussi donné accès à une version de ma propre personnalité que je n'aurais jamais découverte sans cet effort. Cette transformation, du négatif vers le positif, je pense qu'elle est essentielle pour continuer un parcours d'apprentissage sur plusieurs années. La peur seule, finalement, s'épuise. La curiosité et le plaisir, eux, peuvent durer presque indéfiniment. Je pense aussi qu'il est important de mentionner le rôle de la communauté dans toute cette histoire. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'apprentissage d'une langue était un effort complètement individuel, presque solitaire. Moi contre mes livres, mes applications, mes erreurs. Mais en réalité, les moments qui ont vraiment fait progresser mon français rapidement étaient presque toujours des moments partagés avec d'autres personnes. Cela pouvait être ce dîner dont je vous ai parlé. Cela pouvait aussi être des conversations régulières avec des collègues.
ou même simplement des échanges légers avec des inconnus dans des magasins ou des cafés. Cette réalisation m'a poussé, vers la 2e année de mon parcours, à chercher activement plus d'occasions de pratiquer avec de vraies personnes. Je ne voulais plus rester seule avec mes applications et mes livres. J'ai commencé à participer à des rencontres organisées spécifiquement pour les personnes qui veulent pratiquer différentes langues ensemble. Des francophones qui apprenaient l'allemand ou l'anglais pouvaient pratiquer avec moi. Pendant ce temps, je pratiquais le français avec eux. Ces rencontres, en plus d'améliorer mon niveau de langue, m'ont aussi apporté plusieurs amitiés que je garde encore aujourd'hui. Mon ami, je sais que cette histoire est maintenant très longue. Mais avant de vraiment conclure, je veux vous parler d'une dernière chose. C'est peut-être la plus importante de toutes, la patience envers soi-même. Si je pouvais résumer toute cette aventure de plusieurs années en une seule leçon, ce serait celle-ci. La patience envers soi-même n'est pas une qualité simplement agréable ou optionnelle. C'est, je pense, l'élément absolument essentiel pour réussir n'importe quel apprentissage long et difficile, et particulièrement l'apprentissage d'une langue. Pendant les moments où j'étais impatiente avec moi-même, je progressais moins. Je me critiquais durement pour chaque erreur. Je comparais mes progrès actuels à un idéal impossible de perfection immédiate. Ces moments étaient toujours mes moments les plus stagnants. Au contraire, pendant les périodes où j'arrivais à me traiter avec une certaine douceur, je progressais plus vite. J'acceptais que les erreurs et la lenteur faisaient partie normale du processus. Et presque paradoxalement, c'était justement pendant ces périodes que je progressais le plus rapidement. Je pense que cette dynamique s'explique assez simplement. Quand nous sommes constamment critiques envers nous-mêmes, notre cerveau associe la langue à une source de stress et d'anxiété. Cela rend l'apprentissage beaucoup plus difficile. Le stress, scientifiquement, nuit à notre capacité de mémoriser et d'apprendre de nouvelles informations. Mais quand nous arrivons à transformer cette relation en une relation plus douce, notre cerveau change aussi son association avec la langue. Cette relation devient plus tolérante envers nos propres imperfections. Notre cerveau associe alors la langue à une expérience plus neutre, voire agréable. Cela facilite énormément l'apprentissage à long terme. Mon ami, restez encore un peu avec moi. Je veux vous parler maintenant d'un sujet que presque personne n'aborde quand on parle de motivation, l'argent et le temps. Je veux aussi parler de la question de savoir s'il faut vraiment dépenser beaucoup d'argent et de temps pour réussir à apprendre une langue. Parce que je sais que beaucoup de personnes pensent que pour vraiment progresser, il faut payer des cours privés très chers. Elles pensent aussi qu'il faut voyager constamment dans des pays francophones. Ou alors, elles pensent qu'il faut acheter toutes les applications payantes possibles. Et je veux partager mon expérience personnelle à ce sujet, parce qu'elle est peut-être différente de ce que vous imaginez. Pendant mes 2 premières années d'apprentissage sérieux, j'ai dépensé très peu d'argent. Mon podcast préféré était complètement gratuit. Les livres que je lisais venaient principalement d'une bibliothèque publique près de chez moi. Les conversations avec mes collègues, avec mes voisins, avec les gens dans les magasins, ne coûtaient évidemment rien du tout, sauf peut-être un petit effort de courage. J'ai pris quelques cours avec un professeur, oui, mais seulement de façon ponctuelle. C'était peut-être une fois par mois. C'était principalement pour corriger certaines erreurs récurrentes que je ne pouvais pas identifier seule. Ce que je veux dire par là, mon ami,
c'est que la ressource la plus importante dans tout cet apprentissage n'était jamais l'argent. C'était le temps, la régularité, et surtout, la volonté de sortir de ma zone de confort régulièrement. Vous pouvez avoir accès aux meilleurs cours du monde, aux professeurs les plus chers, et aux applications les plus sophistiquées. Mais si vous n'avez pas cette régularité quotidienne, les progrès resteront limités. Ils resteront aussi limités si vous n'avez pas la volonté de pratiquer dans de vraies situations, même imparfaites. À l'inverse, avec des ressources gratuites ou très peu coûteuses, mais avec une pratique constante et courageuse, les progrès peuvent être absolument remarquables. Cela dit, je ne veux pas non plus minimiser l'importance d'avoir accès à de bonnes ressources. Simplement, je pense qu'il est important de ne pas utiliser le manque d'argent ou le manque de temps pour des cours formels comme excuse pour ne pas progresser. Il existe toujours des façons de pratiquer une langue gratuitement ou presque. C'est surtout vrai aujourd'hui, avec autant de contenu disponible en ligne. Il existe aussi beaucoup de communautés d'apprenants. Et il y a beaucoup de locuteurs natifs disposés à échanger leur temps contre de la pratique dans une autre langue. Je veux aussi vous parler d'un changement assez subtil mais important qui s'est produit dans ma façon de mesurer mes propres progrès au fil du temps. Au début de mon parcours, je mesurais mes progrès presque uniquement à travers des critères externes et visibles. Je regardais le nombre de mots que je connaissais. Je regardais aussi le score obtenu dans des tests en ligne. Je regardais enfin ma capacité à comprendre ou non 100% d'un film sans sous-titres. Ces critères, bien qu'utiles parfois, créaient aussi beaucoup de frustration, parce qu'ils sont souvent binaires. Soit vous réussissez, soit vous échouez, sans nuance. Progressivement, j'ai commencé à mesurer mes progrès d'une façon complètement différente, beaucoup plus qualitative. Par exemple, est-ce que je me sens plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a un mois pour répondre au téléphone en français? Est-ce que j'ai remarqué que je traduis moins dans ma tête avant de parler? Est-ce que mes silences pendant une conversation sont devenus plus courts? Ces critères, plus subtils, sont plus difficiles à mesurer avec un chiffre précis. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus représentatifs des vrais progrès dans l'apprentissage d'une langue. Parce que la fluidité, finalement, n'est pas seulement une question de connaissance. C'est aussi une question de confort, de rapidité et de confiance. Mon ami, j'aimerais maintenant partager avec vous une réflexion plus personnelle, presque philosophique, sur ce que cette aventure m'a appris au-delà de la simple langue française. Parce qu'en regardant en arrière, je réalise que ce parcours m'a transformé d'une façon que je n'aurais jamais prévue au début. Cette transformation dépasse largement la capacité de commander du pain sans pleurer. Avant de commencer sérieusement cet apprentissage, j'étais quelqu'un qui évitait systématiquement les situations où je risquais d'échouer ou de paraître incompétente. Dans ma vie professionnelle, dans mes relations, je restais souvent dans des zones où je me sentais déjà compétente, en évitant les défis qui pouvaient révéler mes faiblesses. L'apprentissage du français m'obligeait constamment à être vue en train d'échouer. Il m'obligeait à être vue en train de me tromper, en train d'être imparfaite devant les autres. Et cela a complètement transformé ma relation avec l'échec lui-même. Aujourd'hui, je dirais que je suis devenue une personne beaucoup plus disposée à essayer de nouvelles choses. Je le fais même quand je risque d'être mauvaise au début. Je le fais même quand je risque de paraître ridicule devant les autres. Cette transformation s'est appliquée non seulement à d'autres langues que j'ai commencé à explorer depuis.
elle s'est aussi appliquée à des domaines complètement différents de ma vie. Par exemple, j'ai commencé à essayer de nouveaux sports. J'ai aussi commencé à prendre la parole dans des contextes professionnels, où avant, j'aurais préféré rester silencieuse par peur du jugement. Je pense que c'est l'une des leçons les plus profondes de tout apprentissage difficile et prolongé. La compétence spécifique que vous développez, dans ce cas le français, n'est souvent que la partie visible de l'apprentissage. La partie invisible, mais peut-être plus précieuse encore, c'est la transformation de votre relation avec l'inconfort, avec l'échec, avec la vulnérabilité. Cette transformation intérieure, une fois acquise, vous accompagne dans tous les autres domaines de votre vie, longtemps après que vous avez atteint un niveau confortable dans la langue elle-même. Mon ami, je veux aussi vous parler honnêtement d'un sujet que j'évite habituellement. Je pense que c'est important pour vous donner une image complète et réaliste de ce parcours. Je veux parler des moments où j'ai sérieusement pensé à abandonner complètement. Parce que oui, ces moments ont existé, même après les progrès dont je vous ai parlé. Le moment le plus proche de l'abandon complet s'est produit, je pense, vers la fin de la première année. C'était juste après une période particulièrement difficile au travail. Cette période était combinée à des problèmes personnels qui n'avaient rien à voir avec la langue elle-même. J'étais tellement fatiguée mentalement que l'idée de continuer à faire des efforts pour parler français, en plus de tout le reste, me semblait simplement insupportable. Pendant environ 2 semaines, j'ai complètement arrêté toute pratique active. Je suis revenue à l'anglais avec mes collègues, j'ai arrêté mon podcast, j'ai même évité certaines interactions sociales pour ne pas avoir à parler français du tout. Ce qui m'a finalement ramené, ce n'était pas une grande décision dramatique ou un moment d'inspiration soudaine. C'était simplement, un soir, l'ennui. Je m'ennuyais, et par habitude plus que par motivation, j'ai relancé mon vieux podcast en faisant la vaisselle. Et en l'écoutant, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement, presque comme retrouver une vieille amie après une longue absence. Ce moment m'a appris que parfois, il ne faut pas chercher à forcer une grande motivation pour reprendre après une pause. Il suffit simplement de revenir, même petitement, même sans enthousiasme particulier, et de laisser l'habitude et le plaisir progressivement revenir d'eux-mêmes. Je raconte ce moment de quasi-abandon parce que je pense qu'il est important que vous sachiez quelque chose, mon ami. Même les personnes qui semblent avoir réussi leur apprentissage d'une langue, comme moi aujourd'hui, ont traversé des moments de découragement profond. Elles ont aussi traversé des moments où tout abandonner semblait être la seule option raisonnable. La différence entre continuer et abandonner définitivement n'est presque jamais une question de motivation parfaite et constante. C'est plutôt une question de revenir, encore une fois, après chaque pause, après chaque moment de découragement, même de façon imparfaite, même sans grande conviction au début. Avant de terminer cette histoire pour de bon, je veux vous parler d'une dernière transformation. C'est peut-être la plus inattendue de toutes. Ma relation avec ma propre langue maternelle a aussi changé à travers cet apprentissage du français. C'est un phénomène assez curieux que beaucoup de personnes qui apprennent une nouvelle langue rencontrent. En étudiant attentivement la grammaire, la structure et le fonctionnement d'une langue étrangère, on développe souvent une conscience beaucoup plus profonde de sa propre langue maternelle. C'est une langue qu'on avait toujours utilisée de façon complètement automatique. On l'utilisait sans jamais vraiment réfléchir à son fonctionnement interne. Par exemple, en apprenant les règles complexes des temps verbaux français,
j'ai commencé à remarquer des structures dans ma propre langue. Certaines étaient similaires, et d'autres étaient au contraire complètement différentes. C'étaient des structures que je n'avais jamais consciemment notées auparavant. Pourtant, je les avais utilisées toute ma vie. Cette nouvelle conscience linguistique m'a donné une appréciation plus profonde du français. Elle m'a aussi donné une appréciation plus profonde de ma propre langue. Et même du langage en général, en tant que système complexe et fascinant de communication humaine. Mon ami, j'arrive maintenant vers la fin de cette histoire. Mais avant de conclure complètement, je veux résumer les éléments qui ont été vraiment essentiels dans cette aventure de plusieurs années. Je pense que vous pouvez les garder en mémoire si vous traversez vous-même ce genre de parcours actuellement. Premièrement, accepter l'humiliation comme une étape normale, et non comme une preuve d'échec personnel. Deuxièmement, comprendre que le plateau, cette longue période sans progrès apparent, n'est pas un signe que vous devriez abandonner, mais plutôt une accumulation invisible qui finira par se révéler. Troisièmement, transformer la motivation pure et instable en habitude automatique qui ne demande presque plus d'efforts de volonté. Quatrièmement, accepter d'utiliser même des petits trucs psychologiques, comme les séries de jours consécutifs, sans honte, parce que ce qui fonctionne pour vous est toujours légitime. Cinquièmement, chercher activement des occasions de pratiquer avec de vraies personnes, plutôt que de rester isolé avec des applications. Et finalement, sixièmement, cultiver la patience et la douceur envers vous-même. Cette qualité, plus que toute autre stratégie ou ressource, déterminera votre capacité à continuer sur la durée. Mon ami, restez encore quelques instants, parce que je veux vous raconter une dernière petite scène, celle qui, je pense, résume le mieux toute cette transformation. Il y a quelques semaines seulement, je suis retourné dans cette même boulangerie, celle où j'avais pleuré il y a presque 3 ans. Par hasard, complètement par hasard, la même vendeuse était là, derrière le comptoir. Elle ne m'a évidemment pas reconnu. Pourquoi l'aurait-elle fait, après tout ce temps, après des milliers de clients passés depuis ce jour-là? J'ai commandé mon pain. J'ai posé une petite question sur un nouvel ingrédient que je ne connaissais pas. Nous avons échangé quelques mots sur le temps qu'il faisait ce jour-là. J'ai payé, et je suis sorti. Une interaction complètement banale, complètement oubliable pour n'importe qui d'autre. Mais pour moi, debout sur ce même trottoir où j'avais pleuré quelques années plus tôt, cette banalité elle-même était extraordinaire. La langue qui m'avait humilié était devenue, sans que je m'en rende vraiment compte pendant le processus, simplement un outil tranquille de ma vie quotidienne. Je suis resté debout là, pendant peut-être 30 secondes, juste à ressentir cette différence entre la personne que j'étais ce jour-là et la personne que je suis devenue maintenant. Et honnêtement, mon ami, ce sentiment-là vaut largement tous les efforts. Cette petite victoire silencieuse, personne d'autre ne pouvait la voir ou la comprendre. Mais elle valait toutes les humiliations, et tout le découragement traversé pendant ces années. Si vous êtes encore là avec moi, mon ami, après cette longue histoire, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Et avant de vous laisser, j'aimerais vraiment savoir, depuis quel pays me regardez-vous en ce moment précis? Est-ce que vous êtes peut-être au Maroc, en train de pratiquer le français que vous entendez déjà autour de vous tous les jours? Ou peut-être êtes-vous en Corée du Sud, en train d'apprendre cette langue complètement différente de la vôtre, avec une motivation que j'admire énormément?
Dites-le moi dans les commentaires, parce que savoir que cette histoire voyage à travers autant de pays différents, ça me touche profondément, et ça me motive moi-même à continuer ce genre de partage. Et surtout, mon ami, peu importe où vous en êtes dans votre propre parcours, je veux que vous reteniez une seule chose de toute cette histoire: continuez. Peu importe si vous venez de commencer aujourd'hui. Peu importe aussi si, comme moi, vous traversez cette aventure depuis plusieurs années déjà. Pas parfaitement, pas avec une motivation constante et brillante, mais simplement, jour après jour, même imparfaitement. Parce que la prochaine boulangerie, le prochain dîner avec des inconnus, la prochaine conversation qui vous semble actuellement terrifiante deviendra un jour, je vous le promets, complètement banale.